instauré en 1953, donc c'est le 60e anniversaire du Yom HaShoah. Ça a été instauré par la Knesset et donc le nom officiel en Israël c'est Yom HaZikaron HaShoah Vela Gvura. C'est le jour du souvenir pour donc pour la Shoah, donc pour l'Holocauste, on va dire, ou pour la destruction, on va dire, Vela Gvura, et aussi la résistance. Et donc chaque année en Israël, donc Yom HaShoah, donc il y a un thème particulier. Donc cette année, comme si on est en 2013, 5773, et donc c'est le 70e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. C'était d'ailleurs pendant la fête de Pessah. Donc pendant la fête de Pessah, donc le premier jour de Pessah, les troupes nazies sont entrées dans le ghetto de Varsovie. Donc ce qui a été mis en exergue en Israël, c'est donc l'aspect donc plus résistance donc au nazisme. Et donc on a profité donc nous de cette occasion pour aussi appuyer quelque part donc tout type de résistance. En fait, la résistance, elle a pris donc plusieurs formes donc durant la Shoah. Donc c'est la résistance armée, le fait même de vouloir survivre, c'est déjà un autre type de résistance, et aussi donc la résistance spirituelle. Donc là on va avoir on va faire donc d'abord donc une Ashkava et un Iskor. Donc il va y avoir donc notre rabbin, le rabbin Riahi, il va faire donc la Ashkava selon le rite Sfarad, parce vous savez qu'il y a de nombreux Sfarad. La Shoah, c'est pas seulement un phénomène qui a frappé les Ashkénazis, mais on va le voir d'ailleurs aujourd'hui à travers les rescapés qui ont la gentillesse, donc on va les remercier, qui ont eu la gentillesse de venir pour témoigner. Donc monsieur Victor Rosenberg qui fait partie de notre communauté, et monsieur Victor Perahia. Donc l'un est Ashkénaz, l'autre est Sfarad. C'est bien pour montrer que la Shoah, c'est un phénomène global qui a touché c'est une catastrophe qui a touché la totalité du Ham Israël, pas seulement les communautés Ashkénaz, mais aussi les communautés Sfarad. Il faut savoir, donc j'ai déjà dit que la plus grande communauté juive Sfarad qui existait avant la guerre, c'est la ville de Salonique. Elle a été complètement détruite par les nazis. C'est la plus grande ville juive Sfarad au monde. Et pourtant, elle a été, ses habitants, donc les habitants juifs de la ville représentaient la majorité de la population de la ville de Salonique, à tel point que Salonique c'était le deuxième port de la ville, c'était le premier port de Grèce, la deuxième ville du pays. Et il faut savoir que comme la majeure partie des juifs là-bas ils travaillaient comme dockers au port de Salonique, savoir que le vendredi après-midi le port de Salonique était fermé parce que les bateaux restaient au large, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas décharger le Shabbat, parce qu'ils savaient que les dockers de la ville ils ne travaillaient pas le Shabbat. Voilà, donc on va avoir donc deux rescapés, un Sfarad d'Ashkenaz, pour bien montrer que cette catastrophe a touché la totalité du Ham Israël. Et aussi on a donc deux types d'expériences en fin de compte. Monsieur Rosenberg qui a été un enfant caché, et monsieur Victor Perahia qui a été donc qui a été un rescapé des camps de concentration. On va écouter son expérience donc à Bergen-Belsen, parce qu'il a été déporté, donc je vais vous le dire, à 9 ans, à l'âge de 9 ans, dans le camp de Bergen-Belsen. Donc avant tout, donc, on va faire Yiskor selon le rite Ashkenaz et la Ashkava. Donc c'est le rabbin Riahi qui va le faire selon le rite Sfarad, et monsieur Emmanuel Chaz qui va le faire donc selon le rite Ashkenaz. Donc on va demander donc d'abord peut-être au rabbin Riahi de faire une Ashkava selon le rite Sfarad, et ensuite à monsieur Chaz, à monsieur Emmanuel Chaz selon le rite Ashkenaz. טוב שם שמן טוב ויום המוות מיום גדול סוף דבר כשמה תלמיה ואת מזוזיו שמורתי לבן האדם יעלזו חסידים בכבוד ירדנו אשבותם העם לרחם על קברותיו הוא יחוס מחברות על 6 מיליוני היהודים והנהרגים והנסחפים במחנה ריכוז הוא חדונת נחמד התקטרת מעמד תעוד אליה מריש מריה ורב מלך מלכם מלכים ברחמיו רחם עליהם יחוס מחמול עליהם מלך מלכם מלכים ברחמיו יסתירם בבצע כנפיו בסדר לו לחזות בנו אדוני ובקבר חלו וכס ימין ימילם ומנחל עד ענד ישכם יזכו החיים נשמתם וישים כבוד מנחלתם אדוני הוא נחלתם ולהביא אליהם השלום ועל משכבם לשלום כפיו יבוא שלום ינוחו על משכותם הולך נכוחו
הם וכל בני ישראל השואבים מהם בכלל הרחמים והסליחות לכן יהי רצון ונאמר אמן. On va demander à monsieur. Hanseim nichol choino al kanfei ashechino b'mahalois kedoishim itohoyerim kezoyar orokiyam mazhirim es nishmois acheino yachoyois heino anoshim v'noshim ילדים ויונקים שנהרגו ושנשחטו ושנחנקו ושנקברו חיים במחנויס הושמדו באוישוויץ מיידנק טרייבלינקו כולם קדושים מטהרים באוויר שעונים מתפללים מצדוקו בהדס קורס נשמוסון לכן ברחמים יסתירם בסייסר כנפיו לעולמים ויצרי בצרי רחיים אס נשמוסון Adonai nachalosom, v'gadei dein deim manichosom, v'yanuchu shloim al mishkavoisom, v'noimar Amen. Dieu plein de miséricorde, toi qui résides dans les hauteurs, accorde un repos éternel sous les ailes de ta providence, à l'instar des saints et des purs qui brillent et étincellent comme la lumière du firmament, aux 6 millions d'âmes d'Israël, aux déportés et exterminés pendant la Shoah, hommes, femmes, enfants, tous saints et purs qui furent assassinés, brûlés dans les camps de la mort, et en particulier à Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, Majdanek, Mauthausen, Sobibor, Theresienstadt, Treblinka et d'autres encore, par la prière exprimée par notre communauté pour l'élévation de leur âme, ô Père miséricordieux, recouvre-les de tes ailes à jamais, que leur âme soit protégée dans le faisceau de la vie éternelle, que l'Éternel soit leur héritage, que le souvenir de leur opprobre ne s'efface jamais et que leur mérite se pose en permanence sur nous et sur tout Israël. Ô terre, ne recouvre pas leur sang, que leur cri reste vivant, qu'ils reposent en paix et qu'ils se relèvent à la fin des temps. Amen. Amen. L'espace entre le jour de mon arrestation et le jour de ma libération que je vais essayer de vous raconter. D'abord un petit rappel historique. Pour situer les événements, en 1933, en Allemagne, Adolf Hitler est élu démocratiquement chancelier d'Allemagne. Dès qu'il est élu, il écrit un livre qui s'appelle Mein Kampf, qui veut dire Mon combat en allemand, et qui donne son programme de gouvernement. Et dans ce programme de gouvernement, il décide d'éliminer tous les juifs, car ils sont, d'après lui, responsables de tous les maux de l'humanité. Il a presque réussi, puisque 6 millions de juifs sont morts uniquement parce qu'ils étaient nés juifs. D'autre part, il a une politique expansionniste et il envahit l'Autriche, il envahit la Pologne, il envahit la Tchécoslovaquie, et à ce moment, la France alliée à l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne, et malheureusement, la France, qui n'était pas préparée militairement, est vaincue et demande l'armistice. La France est occupée en Allemagne, et un nouveau gouvernement est nommé en France sous la présidence du maréchal Pétain, un héros de la guerre de 14, et ce gouvernement, au lieu d'être un gouvernement de résistance, a été un gouvernement de collaboration. C'est-à-dire que non seulement il a gouverné la France selon ses idées, mais encore il a été
au-delà, puisqu'il a fait plaisir à tout ce que lui ont demandé les Allemands, et notamment, dès 1941, il a édicté des lois contre les Juifs, qu'on a appelées les lois de Vichy. Et dans ces lois de Vichy, elles étaient très contraignantes pour les Juifs. Quelles étaient ces lois? En gros, et les plus importantes étaient que tous les Juifs, par exemple, devaient aller se déclarer à la préfecture en tant que Juifs, et on leur mettait sur leur carte d'identité un tampon juif, ce qui fait que lorsqu'on demandait les papiers dans les rafles et qu'il y avait ce tampon sur la carte d'identité, on était arrêté immédiatement. Autre mesure, tous les Juifs qui avaient des professions libérales étaient interdits de travailler. De même, les commerçants avaient un administrateur qui s'occupait de leurs affaires. Et puis la fonction publique leur était interdite. Autrement dit, beaucoup de contraintes. Et puis il y a eu une troisième mesure qui m'a, bien qu'étant enfant à l'époque, puisque je n'avais que 9 ans encore une fois, qui m'a directement, parce que pour les autres je ne comprenais pas beaucoup, mais une autre mesure était que tous les Juifs devaient porter sur leurs vêtements une étoile qui devait être apposée sur tous leurs vêtements, jaune, avec au milieu écrit « Juif ». Alors c'est un tout petit bout de tissu, mais ça n'a l'air de rien. Mais si vous saviez comme c'est dur à porter, parce que quand vous avez ça sur vous et que vous êtes dans la rue, tout le monde vous regarde, tout le monde parle de vous, tout le monde vous montre du doigt. Certains avec une certaine compréhension et qui nous plaignaient, mais d'autres au contraire nous insultaient. Et moi je vous rappelle que j'étais enfant, donc j'allais à l'école. Et à l'école, à la récréation, eh bien les enfants étaient vraiment très cruels, ils se groupaient autour de moi pour me montrer du doigt et pour me traiter de salioupin. Donc, gouvernement difficile, et bientôt, en 1942, aura lieu ce qu'on a appelé la rafle du Veldiv. La rafle du Veldiv a eu lieu le 16 juillet 1942, et je vous rappelle qu'elle a été faite par la police française. Mais on croit que cette rafle qu'on a appelée rafle du Veldiv était une rafle uniquement parisienne. En réalité, c'était une rafle nationale. J'habitais avec mes parents dans une ville en Bretagne qui s'appelle Saint-Nazaire, c'est à côté de Nantes. Et la veille de cette rafle du Veldiv, le 15 juillet 42, donc, nous étions, ma mère et moi, chez nous. Mon père n'était pas rentré, il nous avait prévenu qu'il rentrait un peu plus tard. Donc nous étions à table. Et on habitait dans une rue assez calme, et tout d'un coup, on a un camion qui rentre sans loup dans la rue, s'arrête devant notre porte, et de ce camion descendent 6 soldats allemands, dont un avec une petite mitraillette, qui rentrent dans notre immeuble, montent au premier étage là où on habitait, et frappent violemment à notre porte. On avait peur, mais on ouvre, et dès qu'on a ouvert, ils sont rentrés en force dans notre appartement. Et l'officier qui parlait français a demandé à ma mère « Où est monsieur Perraria ?» Alors ma mère, qui pensait bien que si on lui demandait où était son mari, c'était pas parce qu'on lui voulait du bien, a commencé par dire « Je ne sais pas où il est ». Alors l'officier allemand ne s'est pas démonté, il a dit à ma mère « Écoutez, je vous donne un quart d'heure, vous allez aller chercher votre mari. Si dans un quart d'heure vous n'êtes pas revenu, l'enfant, c'était moi, l'enfant que nous gardons, nous repartirons avec lui, et quand vous reviendrez, vous ne le verrez plus, et vous ne le reverrez plus jamais. » Donc ma mère était affolée, elle savait pertinemment où était mon père, il n'était pas très loin. Elle a été le chercher, et ils sont revenus moins d'un quart d'heure après. Alors mon père, lui, ne se démontait pas, il a regardé l'officier allemand dans les yeux, il lui a dit « Que se passe-t-il » Alors vous savez, les Allemands, quand il y avait des événements difficiles qui se préparaient, avaient pour habitude de minimiser les faits de manière à ce qu'il n'y ait pas de résistance. L'officier a répondu à mon père « Nous venons simplement pour faire un contrôle d'identité, vous allez nous suivre avec votre femme et votre enfant, et c'est là qu'on a appris qu'on allait être arrêtés tous les trois, vous allez nous suivre et dans 48 heures vous êtes de nouveau chez vous. » Bien sûr, c'était pas vrai, mais c'était pas terrible ce qu'on nous proposait comme peine. 48 heures, c'est embêtant, mais quand on peut revenir chez soi, il n'y a pas de problème. Donc on les a suivis et on est monté dans le camion. Et ce camion a fait le tour de Saint-Nazaire
et a directement été cueillir, c'est le cas, tous les juifs qui s'étaient déclarés à la préfecture dans les lois de Vichy et qui n'avaient pas de mal donc d'avoir leur adresse, et on a tous été arrêtés en même temps. Et on nous a transférés dans une baraque qui n'était pas très loin, et on a passé là notre première nuit de captivité. Dans cette première nuit de captivité, c'était sans confort aucun, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de table, on a dormi par terre, mes parents et moi, et toute la nuit, il y a des gens qui ont été arrêtés un peu après nous et qui nous rejoignaient. Et dès le lendemain, nous avons été transférés à Angers, une ville du Maine-et-Loire, qui était le centre de la région ouest pour les Allemands. Et là, ils ont ramené tous ceux qui avaient été arrêtés dans cette région ouest, et on était environ 1 millier de personnes. Ils avaient réquisitionné le grand séminaire d'Angers, où il y avait une grande cour, et nous étions là tous réunis dans cette grande cour, et un officier allemand est arrivé, qui parlait français, qui a dit « Vous êtes réunis actuellement en famille, vous allez vous séparer. Les hommes vont aller d'un côté, les femmes de l'autre, et les femmes accompagnées d'enfants dans une troisième direction. » Alors les familles qui ne savaient pas du tout quel était le destin qui nous était réservé, se font les dernières recommandations, se font leurs adieux. Moi je me rappelle que personnellement mon père m'a porté dans ses bras, m'a regardé profondément dans les yeux, comme s'il pensait peut-être qu'il ne me reverrait plus, et effectivement, je n'ai jamais revu mon père, puisqu'il est parti. L'espace entre le jour de mon arrestation et le jour de ma libération que je vais essayer de vous raconter. D'abord un petit rappel historique. Pour situer les événements, en 1933, en Allemagne, Adolf Hitler est élu démocratiquement chancelier d'Allemagne. Dès qu'il est élu, il écrit un livre qui s'appelle Mein Kampf, qui veut dire Mon combat en allemand, et qui donne son programme de gouvernement. Et dans ce programme de gouvernement, il décide d'éliminer tous les juifs, car ils sont, d'après lui, responsables de tous les maux de l'humanité. Il a presque réussi, puisque 6 millions de juifs sont morts uniquement parce qu'ils étaient nés juifs. D'autre part, il a une politique expansionniste, et il envahit l'Autriche, il envahit la Pologne, il envahit la Tchécoslovaquie, et à ce moment, la France, alliée à l'Angleterre, déclare la guerre à l'Allemagne, et malheureusement, la France, qui n'était pas préparée militairement, est vaincue et demande l'armistice. La France est occupée en Allemagne, et un nouveau gouvernement est nommé en France sous la présidence du maréchal Pétain, un héros de la guerre de 14, et ce gouvernement, au lieu d'être un gouvernement de résistance, a été un gouvernement de collaboration. C'est-à-dire que non seulement il a gouverné la France selon ses idées, mais encore il a été au-delà, puisqu'il a fait plaisir à tout ce que lui ont demandé les Allemands, et notamment, dès 1941, il a édicté des lois contre les Juifs, qu'on a appelées les lois de Vichy, et dans ces lois de Vichy, elles étaient très contraignantes pour les Juifs. Quelles étaient ces lois? En gros, et les plus importantes étaient que tous les Juifs, par exemple, devaient aller se déclarer à la préfecture en tant que Juifs, et on leur mettait sur leur carte d'identité un tampon juif, ce qui fait que lorsqu'on demandait les papiers dans les rafles et qu'il y avait ce tampon sur la carte d'identité, on était arrêté immédiatement. Autre mesure, tous les juifs qui avaient des professions libérales étaient interdits de travailler. De même, les commerçants avaient un administrateur qui s'occupait de leurs affaires. Et puis la fonction publique leur était interdite. Autrement dit, beaucoup de contraintes. Et puis il y a eu une troisième mesure qui m'a, bien qu'étant enfant à l'époque, puisque je n'avais que 9 ans encore une fois, qui m'a directement, parce que pour les autres je ne comprenais pas beaucoup, mais une autre mesure était que tous les juifs devaient porter sur leurs vêtements une étoile qui devait être apposée sur tous leurs vêtements, jaune, avec au milieu écrit juif. Alors c'est un tout petit bout de tissu, mais ça n'a l'air de rien. Mais si vous saviez comme c'est dur à porter, parce que quand vous avez ça sur vous et que vous êtes dans la rue, tout le monde vous regarde, tout le monde parle de vous, tout le monde vous montre du doigt, certains avec une certaine
compréhension et qui nous plaignaient, mais d'autres au contraire nous insultaient. Et moi je vous rappelle que j'étais enfant, donc j'allais à l'école. Et à l'école, à la récréation, eh bien les enfants étaient vraiment très cruels, ils se groupaient autour de moi pour me montrer du doigt et pour me traiter de salioupin. Donc, gouvernement difficile, et bientôt, en 1942, aura lieu ce qu'on a appelé la rafle du Veldiv. La rafle du Veldiv a eu lieu le 7 juillet 1942, et je vous rappelle qu'elle a été faite par la police française. Mais on croit que la rafle, cette rafle qu'on a appelée rafle du Veldiv, était une rafle uniquement parisienne. En réalité, c'était une rafle nationale. J'habitais avec mes parents dans une ville en Bretagne qui s'appelle Saint-Nazaire, c'est à côté de Nantes. Et la veille de cette rafle du Veldiv, le 15 juillet 1942, donc, nous étions, ma mère et moi, chez nous. Mon père n'était pas rentré. Vraiment, c'est une sensation extrême. Mais en plus, c'était par brutalité qu'ils agissaient, c'est-à-dire que les gens qui ne descendaient pas assez rapidement du train, eh bien, on les tirait et ils tombaient, et lorsqu'ils étaient par terre, ils recevaient des coups. Et lorsque tout le monde était descendu, on demandait aux gens de se ranger en file de 5 et d'avancer. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et les colonnes avançaient, et à un certain moment, quand ils arrivaient devant 3 ou 4 officiers allemands, qui les regardaient avec attention et qui leur faisaient un signe, soit à droite, soit à gauche. Et vous allez voir que ce signe a une importance essentielle, car pour les uns c'était une condamnation à mort immédiate, et pour les autres c'était une condamnation à mort aussi, malheureusement, mais après des souffrances qui pouvaient durer 2, 3, 4 mois d'un régime barbare. Alors, qu'est-ce qui se passait pour les gens qui étaient à droite? C'était les gens qui étaient destinés à travailler dans le camp, c'est-à-dire les jeunes gens, c'est-à-dire les gens qui avaient l'aspect d'être assez forts pour pouvoir faire un travail difficile. Et ces gens-là rentraient dans le camp, on leur demandait de se déshabiller, on leur rasait la tête, on leur tatouait un numéro de matricule, car à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus vraiment des êtres humains, ils étaient des numéros. Et le but des Allemands, en mettant des numéros comme ça et en infligeant des souffrances aux gens, c'était de déshumaniser les gens. Et ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés car après quelques mois dans des camps de concentration, on n'avait plus aucun sens moral, on n'avait plus aucune idée de solidarité, d'entraide, ou de quoi que ce soit. Au contraire, on était dans un état déplorable. Seulement l'instinct de conservation nous animait. Donc ces gens qui étaient tatoués, on leur donnait aussi un costume de bagnard, rayé bleu et blanc, et ils rentraient dans le camp, et dès le lendemain, ils allaient dans des commandos pour faire des travaux difficiles. Et les autres gens, ceux qui étaient dans la file de gauche, ces gens-là, eh bien c'était quand il y avait des enfants, tous les enfants, les mères qui ne voulaient pas se séparer de leurs enfants, les vieillards, les gens malades, les gens qui étaient malingres et qu'on jugeait inaptes au travail, eh bien ces gens-là, on leur disait, vous allez aller prendre une douche. Vous avez voyagé pendant 3 jours et 3 nuits sans aucune hygiène, vous allez aller prendre une douche. Qui refuserait cette éventualité? Au contraire, ça convenait parfaitement à tout le monde. Et à ces gens-là, on les emmenait dans une baraque où ils devaient se déshabiller, et lorsqu'ils étaient déshabillés, il y avait au fond de la baraque une grande porte qui s'ouvrait, et on enfournait les gens dans une pièce où il y avait effectivement au plafond des pommeaux de douche. Et lorsque tout le monde était rentré dans cette salle, qui était en réalité une chambre à gaz, eh bien on refermait la porte hermétiquement. Et les gens attendaient que l'eau n'arrive. Mais au plafond, il y avait aussi des ouvertures. Et sur le toit, il y avait des soldats allemands qui envoyaient du toit un gaz qui s'appelle le Zyklon B. Le Zyklon B, c'était des petites pilules qui avaient été étudiées dans les usines chimiques allemandes et qui, au contact de l'air, lorsqu'elles étaient au contact de l'air, elles dégageaient une fumée, et donc cette fumée montait et asphyxiait les gens. Alors, excusez-moi, mais je vais vous demander d'imaginer pendant 2 petites minutes ce qui se passait
dans des chambres à gaz quand les gens s'apercevaient qu'ils n'étaient pas là pour prendre une douche, mais qu'ils étaient là pour mourir. Je vous demande de penser 2 minutes à des mères qui étaient avec leurs enfants. Les petites pilules qu'on envoyait, elles tombaient par terre, et les fumées, elles montaient du sol. Et qui était importuné les premiers? C'était les plus petits, soit les enfants. Et y a-t-il plus grand supplice pour une mère que de voir son enfant d'abord suffoquer, s'évanouir et mourir sans pouvoir faire quoi que ce soit, sans pouvoir lui apporter secours? Je crois que le plus grand supplice, ça a été ça pour les gens, malgré toutes les souffrances qu'il y a pu y avoir, malgré toutes les atrocités qui nous ont été... Ça, pour moi, ça a été la chose la plus terrible, que des mères voient leurs enfants mourir et qu'elles ne puissent rien faire pour leur apporter un secours. Et regardez l'organisation allemande. Lorsque, après un quart d'heure où les gens essayaient de sortir, où tout le monde criait parce qu'ils se rendaient compte que c'était fini, qu'ils allaient mourir, ils essayaient de s'échapper, mais tout était prévu et tout était fermé hermétiquement. Mais regardez l'organisation allemande, quand au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, il n'y avait plus de cris, plus de bruit, que tout le monde semblait mort ou presque mort, il y avait une autre porte de l'autre côté de la baraque par laquelle ils étaient rentrés, qui s'ouvrait, et là il y avait un commando d'anciens déportés, qu'on a appelé les Sonderkommando. Les Sonderkommando avaient pour travail de sortir les cadavres encore chauds, des gens qui venaient de mourir, de leur raser les cheveux, parce que les Allemands, avec les cheveux, faisaient des matières textiles, de leur ouvrir la bouche pour voir s'il n'y avait pas des dents en or, et s'il y en avait, ils avaient des tenailles pour les arracher. Et l'organisation allemande était telle qu'il y avait à proximité des petits wagonnets, et que ces petits wagonnets emmenaient les gens vers les fours crématoires à proximité, et moins de 3-4 heures après leur arrivée sur la rampe d'Auschwitz, ils sortaient enfumés dans la grande cheminée des fours crématoires d'Auschwitz. Voilà le sort qui a été réservé à 6 millions de personnes. Enfin, ils ne sont pas tous morts dans les chambres à gaz, parce qu'il y a eu ceux qui mouraient, entre guillemets, naturellement, de froid, de faim, de coups, ou de soif, ou de quoi que ce soit. Donc, mais la plupart des gens sont morts dans les chambres à gaz, et tout simplement parce qu'ils étaient nés juifs. Autrement dit, vous tous qui êtes ici, si vous aviez vécu à cette époque, peut-être auriez-vous été arrêtés, peut-être auriez-vous été envoyés à Auschwitz, et peut-être seriez-vous morts dans les chambres à gaz. Car n'oubliez pas une chose, quand je vais faire mon récit, je vais dans les lycées et les collèges, j'y vais simplement pour sensibiliser les jeunes contre les dangers du racisme et de l'antisémitisme. Et je leur dis qu'il faut lutter contre ça, parce que Primo Levi a écrit un livre dans lequel il a dit « c'est arrivé, ça peut arriver encore ». Donc il ne faut pas oublier ça, et il faut faire en sorte que les jeunes générations ne connaissent pas ce que nous avons connu. Revenons à notre récit. Donc nous sommes au camp d'Annonde avec ma mère, on est resté 1 mois avec ses enfants que j'ai adorés parce qu'ils m'ont appris des tas de choses. Moi qui étais un enfant de province avec peu d'amis, ils m'ont appris des jeux, ils m'ont appris des danses, ils m'ont appris à danser la hora, ils chantaient, ils avaient foi en la vie, ils avaient foi en leur avenir, et ils sont partis en déportation avec le destin que je vous ai expliqué. Nous, on nous a envoyés à Drancy. Drancy, c'est un camp qui était dans la région parisienne et qui était là pour regrouper tous les gens arrêtés dans toute la France, et de manière à ce que dès qu'il y avait 1000 personnes de disponibles déportables, eh bien, on faisait un convoi et on les envoyait à Auschwitz-Birkenau. Et lorsque nous sommes arrivés à Drancy, on a constaté qu'il y avait des catégories de gens qui n'étaient pas déportables. Et vous savez, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas que la déportation, ça débouchait sur des chambres à gaz, mais on se doutait bien que quand on partait à l'Est, et on appelait nous ça Pitchipoy, quand on partait pour Pitchipoy, on savait qu'on ne partait pas pour des camps de vacances. Donc tout le monde essayait quand même plus ou moins d'éviter la déportation. Et lorsque nous sommes arrivés à Drancy, on a constaté qu'il y avait des catégories qui n'étaient pas déportables. Alors quels étaient les gens qui n'étaient pas déportables? Il y avait d'abord les citoyens des gens qui étaient alliés aux Allemands pendant la guerre, c'est-à-dire les nations turques, espagnoles, italiennes, roumaines. Tous ces citoyens
tous ces citoyens n'étaient pas déportables et ne partaient pas donc en déportation. Il y avait aussi ce qu'on appelait les demi-juifs. Les demi-juifs, c'était les gens qui étaient nés d'un père juif et d'une mère catholique, ou bien d'un père catholique et d'une mère juive. Ces gens-là, quand ils pouvaient prouver qu'ils avaient un ascendant qui n'était pas juif, ils n'étaient pas déportables non plus. Il y avait également les conjoints et les conjointes d'Ariens, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui étaient mariés avec un catholique ou un protestant. Ces gens-là non plus n'étaient pas déportables. Et puis il y avait une autre catégorie qui étaient les femmes de prisonniers de guerre. Je vous ai dit tout à l'heure que l'armée française avait été vaincue par les Allemands et les hommes de l'armée française avaient été envoyés dans des camps en Allemagne qu'on appelait des Stalag et des Oflag pour les officiers. Et là, ils bénéficiaient de ce qu'on a appelé la Convention de Genève. La Convention de Genève, c'était une convention entre les États qui réservait aux prisonniers un sort qui était, ils étaient évidemment privés de liberté, mais qui était un sort qui était acceptable, qui était un sort qui permettait de survivre. Et les femmes de prisonniers bénéficiaient également de cette convention et à ce titre n'étaient pas déportables. Et les Allemands avaient décidé de les garder, ces femmes de prisonniers, avec leurs enfants, comme otages, parce qu'ils pensaient bien qu'un jour, peut-être aurait-il besoin d'échanger des gens contre des prisonniers allemands, par exemple, et ils estimaient que les femmes de prisonniers étaient tout à fait la catégorie qui pouvait convenir. Mais nous, lorsque nous sommes arrivés à Drancy, on fait partie d'aucune de ces catégories, donc on est déportable par le prochain convoi. Et on a eu la chance, ma mère a eu la chance de rencontrer un cousin qui lui était marié avec une catholique et qui de ce fait n'était pas déportable et qui a dit à ma mère, il faut qu'on trouve absolument quelque chose pour que vous ne partiez pas. Et il a fait en sorte d'aller voir une femme de prisonnier et il a demandé à cette femme de prisonnier de lui raconter son histoire, l'histoire de son mari, où il avait été mobilisé, quel était le numéro de son régiment, où il avait fait la guerre, où il avait été fait prisonnier, dans quel stalag en Allemagne il était, dans quelle région d'Allemagne c'était, enfin, le maximum de détails. Mais vous savez, il ne s'agissait pas de dire aux Allemands « mon mari est prisonnier de guerre » pour qu'ils vous croient. Il fallait passer devant eux, ils vous posaient des questions pièges, et donc, si on n'arrivait pas à les convaincre, on partait, et on était roué de coups d'ailleurs, parce qu'il y avait supercherie. Et là, on est passé, ma mère et moi, devant cette commission d'officiers allemands, et je vous assure que c'est très impressionnant. Encore aujourd'hui, je me rappelle, c'était pourtant il y a 70 ans, encore aujourd'hui, je m'en rappelle, et avec beaucoup d'émotion. Et donc, ils ont posé des questions à ma mère, et ma mère, comme toute sa vie, elle a été formidable, bien qu'elle ait eu très peur, elle a répondu avec assurance, enfin, elle a réussi à convaincre, et à l'époque, vous savez, il n'y avait pas Internet pour pouvoir vérifier ce genre de choses, donc ils ont posé des questions, ils ont répondu, et ma mère a répondu d'une manière convaincante, et grâce à ça, on a été retiré du prochain convoi qui partait. Et vous savez, quand on est passé devant ces gens, si on n'avait pas réussi à convaincre les Allemands, eh bien, on aurait été déportés. C'était notre vie qu'on jouait. Et quand on arrivait, comme j'étais un enfant, c'était la chambre à gaz assurée. Donc, vraiment, ça a été la chance. Et vous savez, tous les déportés qui sont revenus, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2,5% de déportés, de ceux qui sont partis, il n'y en a que 2,5% qui sont revenus. Nous sommes parmi ceux-là. Mais tous ceux qui sont revenus, ils sont revenus parce qu'à un certain moment de leur captivité, eh bien, ils sont partis, ils ont eu de la chance. Et nous, notre chance, justement, ça a été de convaincre les Allemands, grâce à ce cousin de ma mère, que mon père était prisonnier de guerre, ce qui n'était pas le cas, puisqu'il était déjà parti en déportation à Auschwitz. Alors, grâce à ce subterfuge, on est resté, ma mère et moi, pendant 20 mois à Drancy. On a vu beaucoup de gens arriver, car tous les jours, il y avait des rafles à Paris, soit dans les gares, soit dans le métro, soit dans une rue ou dans un quartier juif où les agents venaient et demandaient les papiers d'identité et embarquaient tous les juifs. Donc tous les jours il y avait des arrivées et parmi ces arrivées, des fois on voyait des gens qu'on connaissait, des gens de notre famille et des gens qui partaient rapidement. Et donc en principe, à Drancy on n'y restait pas longtemps. Mais nous, en tant qu'otages, on est resté pendant 20 mois.
Et pendant 20 mois, on a erré un petit peu, on n'avait pas d'occupation particulière. La nourriture n'était pas extraordinaire, mais enfin on mangeait à peu près. Donc, moi, qui ne savais pas quoi faire, je montais souvent au 4e étage. Vous savez, Drancy, c'est un immeuble en U. Et quand on monte au 4e étage, au loin, on voit la rue. Et j'étais fasciné par le spectacle de ce que je voyais là-bas, où je voyais des gens qui marchaient et qui étaient libres. Et moi, bien qu'étant enfant, puisque j'avais à l'époque une dizaine d'années, eh bien, je me disais, eux, ils sont libres, eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, et moi, je suis là, dans un camp de concentration, derrière des barbelés, gardé par des gendarmes, et j'ai pas le droit de faire ce que je veux. Et j'ai compris, bien qu'étant enfant, la valeur de ce que veut dire liberté. La liberté, vous savez, c'est le bien le plus important qu'un être humain puisse posséder, car il ne peut pas y avoir de bonheur sans liberté. La liberté, il faut avoir été prisonnier, il faut avoir été dans un camp pour comprendre la valeur de ce que ça veut dire. Le temps passait et les Allemands se rendaient compte que vraisemblablement ils allaient perdre cette guerre. Et donc, je vous rappelle les otages, ils ont décidé de nous déporter aussi, les femmes de prisonniers. Mais pas de nous déporter à Auschwitz-Birkenau, où c'était la chambre à gaz assurée. Ils nous ont déportés dans un camp qui s'appelle Bergen-Belsen. Alors Bergen-Belsen, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis que c'est le camp où il y avait Anne Frank, que c'est le camp où Anne Frank est morte, peut-être allez-vous peut-être savoir que c'était un camp qui était en Allemagne et non pas en Pologne. Et autre gros avantage, le fait de ne pas avoir été à Auschwitz, autre avantage, on n'a pas séparé les mères et les enfants des femmes de prisonniers. Et à ce titre, on a pu survivre. Alors bien sûr, les conditions de vie étaient tout à fait différentes qu'à Drancy. Là, on a commencé à comprendre ce qu'était l'univers concentrationnaire, avec toutes les contraintes et tous les problèmes qu'il pouvait y avoir. Alors, d'abord, la nourriture, elle était tout juste pour nous permettre de survivre. On avait faim continuellement. Et vous savez, quand vous avez faim, vous ne pensez qu'à une chose, vous ne pensez qu'à manger. On ne parle que de manger, on rêve que de manger. Mais la faim, c'est une souffrance, mais c'est une souffrance qui est supportable. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai eu très très faim. Le seul problème, c'est qu'on s'affaiblit, mais on résiste plus facilement à la faim qu'à certains autres problèmes. Car ça n'était pas le seul problème. Il y avait des coups, parce qu'il y avait des capots. Les capots étaient des prisonniers de droit commun qui avaient été choisis par les Allemands pour les aider à faire la discipline dans les camps. Car les Allemands n'aimaient pas trop rentrer dans le camp. Ils avaient toujours peur, soit d'être contaminés par les maladies, soit de subir un sort eux-mêmes qui pourrait leur être infligé par des déportés. Donc, il y avait toujours des capots, et les capots, ils avaient une matraque en main. Et quand vous passiez à proximité d'un capot, ils ne savaient pas pourquoi, et vous ne saviez pas pourquoi, mais vous receviez des coups. Donc on a souffert de la faim, on a souffert des coups, mais il y a quelque chose de pire qui est arrivé. C'est que après l'été, où on est arrivé, nous, en mai 44, est arrivé l'hiver, et l'hiver 44-45 a été un hiver très froid. On a eu des températures de moins 15, moins 20 degrés. On était mal vêtus, on était mal chaussés, et tous les jours, il y avait ce qu'on appelle la pelle. Les Allemands pensaient qu'on pouvait s'évader. En réalité, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'évasion de Bergen-Belsen, car c'était un camp qui était situé en pleine forêt, à 15 ou 20 km autour, il y avait des barbelés et des patrouilles, impossible de s'évader. Mais malgré tout, tous les jours, il y avait des appels. Et les appels pouvaient durer pendant des heures. Car nous, on nous réunissait à une heure donnée, mais par contre, les Allemands venaient nous compter quand bon leur semblait. Et on restait immobile pendant des heures sous la pluie, sous la neige, dans la boue, mal chaussé, frigorifié. Vous savez, la faim c'est terrible, mais le froid, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. C'est quelque chose d'insupportable. J'avais l'impression, moi, pendant ces appels, que la moelle dans mes os se figeait tellement j'avais froid. Et on restait comme ça pendant des heures,
Et quand il passait devant on était groupés par baraque, quand il passait devant nous, il fallait être au garde à vous, regarder droit devant soi et ne pas bouger. Si pour une raison ou pour une autre, vous les regardiez ou vous bougiez un tout petit peu, ils vous tiraient des rangs et ils vous rouaient de coups et vous laissaient pour mort au sol. Donc, la faim, le froid, la peur, les coups, mais c'est pas tout. Je vous ai dit qu'il y avait des températures de moins 15, moins 20 degrés. Et quand il fait moins 15 et moins 20 degrés, bah, d'abord, l'eau dans les tuyaux, elle est figée. Et d'autre part, il faut être très courageux pour se déshabiller quand il fait cette température-là pour se laver. Donc, quasiment, on ne se lavait plus parce qu'il n'y avait pas d'hygiène du tout. Mais vous savez, quand on ne se lave pas, il arrive quelque chose de terrible, il arrive l'époux. Pas l'époux des cheveux, non, l'époux de corps, la vermine. La vermine qui vous ronge et qui apporte une maladie terrible qui est le typhus. Alors il y a eu à Bergen-Belsen une épidémie, on était couverts de poux. On pouvait les tuer, on s'épouillait toute la journée, mais il y en avait toujours de plus en plus. Et les gens tombaient comme des mouches, parce que bien sûr, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de service sanitaire, les corps étaient faibles, on ne résistait pas, et il y a eu une hécatombe. Et les gens mouraient sur place. Et à Bergen-Belsen, il y avait un four crématoire, mais qui n'était pas suffisant pour absorber tous ces cadavres. Et tous ces cadavres restaient là où ils étaient tombés. Et en décomposition, s'ajoutait l'odeur. C'était démoralisant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était déshumanisés, mais de voir ce spectacle, je vous rappelle quand même que j'étais un enfant. C'est pas un spectacle qui est recommandé pour avoir une santé morale exceptionnelle. Donc, on vivait vraiment dans des conditions extrêmes et on était complètement déshumanisés. Encore une fois, seul l'instinct de conservation nous animait. Et pour vous dire, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose, mais la Shoah, ça a existé, ça a été terrible. Et tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est bien en dessous de la vérité, parce qu'on ne peut pas raconter l'inracontable. Mais je vais quand même vous dire quelque chose qui va vous écœurer, mais qui a existé quand même. De ces cadavres qui étaient allongés sur le sol et qui restaient là pendant des jours et des jours, eh bien, il y a des déportés qui ont ouvert le diaphragme, qui ont sorti le foie et qui le mangeaient. Excusez-moi de vous en parler, mais il faut dire les choses telles qu'elles ont existé. Et si on ne les dit pas, on croit que la déportation, on croit que la Shoah, ça a été quelque chose de pas trop terrible. Mais si, ça a été terrible. On ne meurt pas, 6 millions de personnes ne meurent pas comme ça, sans que ça ait été terrible, sans qu'il y ait des traces qui sont laissées. Mais voyez, moi, pendant cette période où je voyais les gens qui mouraient, et notamment les gens les plus costauds qui tombaient les premiers, moi, à cette époque, je ne pensais pas à la mort. À cette époque, c'est venu un peu plus tard. Mais à cette époque, je faisais encore des projets d'avenir. Je disais à ma mère, quand on sera libéré, on fera telle et telle chose, ou on mangera telle et telle chose. Enfin, je croyais fermement à ma survie. Et vous savez, pour survivre, il faut y croire, il faut vouloir vivre. Quand on ne croit plus à la vie, quand on en a marre de vivre, eh bien là, on meurt, c'est irrémédiable. La guerre avançait, et bientôt le camp de Bergen-Belsen allait être libéré par les troupes, soit américaines, soit russes, soit anglaises, ou soit françaises. En réalité, ce sont les Anglais qui ont libéré le camp. Mais nous étions des otages. Et les Allemands voulaient nous conserver pour pouvoir nous échanger. Il y avait de plus en plus de prisonniers allemands. Ils ont donc affrété un train de wagons à bestiaux encore, et ils ont essayé de vouloir nous faire passer en Tchécoslovaquie à Theresienstadt. Mais dans ce camp de Theresienstadt, c'était loin de Bergen-Belsen. Et les voies étaient encombrées par des convois militaires, étaient encombrées par des convois de munitions. Et donc on restait pendant des journées en attendant que ce convoi nous passe, et nous on avançait. Mais quand on avançait dans une direction,
on s'apercevait qu'il y avait les Russes pas loin, ou les Américains pas loin. Donc on rebroussait chemin et on allait dans une autre direction. Et on a erré comme ça, on a appelé notre train le train fantôme, sans boire et sans manger. Par contre, il s'arrêtait de temps en temps en race campagne, et là, les wagons étaient ouverts, on pouvait descendre. Mais on était dans un état déplorable, car l'épidémie de typhus continuait. Et il y avait des cadavres qui continuaient, et on les jetait sur la voie ferrée, et on essayait d'aller trouver quelque chose à manger. Et la plupart du temps, on n'en trouvait pas. Donc on prenait de l'herbe, on prenait des feuilles, et quand on trouvait une pomme de terre, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé un jour dans ce train, et qui a été pour moi un grand désespoir, et qui a été pour moi là le moment où j'ai voulu mourir, où j'ai vraiment désiré mourir. On était serrés les uns contre les autres, j'étais près de ma mère, j'étais très faible car je couvais le typhus. Vous savez, on attrape le typhus, mais il y a une période d'incubation, la maladie ne se déclare que quelques jours après. Donc je couvais le typhus, et tout d'un coup ma mère a bougé, et elle a gêné la personne qui était à côté d'elle. Et cette personne, je vous ai dit qu'on n'avait plus de sens moral, qu'on était déshumanisé. Qu'a fait cette personne qui a été réveillée par ma mère, par inadvertance? Eh bien, il l'a roué de coups. Et moi, qui étais faible, et qui entendait ma mère qui pleurait, qui criait, et qui ne pouvait rien faire pour les... J'adorais ma mère, comme vous tous, bien sûr, mais qui ne pouvait rien faire pour la secourir. Eh bien, j'étais désespéré. Le train était arrêté. J'ai dit à ma mère, viens, on va descendre. Je me suis allongé sur le ballast et j'ai dit à ma mère, laisse-moi, j'en peux plus. Si c'est ça, vivre, si vivre, c'est souffrir, si demain, ça sera encore comme aujourd'hui, je préfère arrêter tout de suite. Et, alors ma mère pleurait, elle était désespérée, elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas quoi dire. On entendait le canon qui tonnait un peu plus loin, car les troupes alliées se rapprochaient de chez nous, d'où l'on était. Elle m'a dit, il faut que tu résistes encore, on va bientôt être libérés. Mais je disais, non, je ne peux plus, je veux mourir. Laisse-moi là, remonte en train, laisse-moi là. Alors ma mère m'a dit quelque chose qui m'a convaincu quand même. C'était la seule chose qu'elle pouvait dire pour me convaincre. Si tu m'aimes, tu remontes avec moi dans le train. J'aimais tellement ma mère que je suis remonté avec elle dans le train, et le train est reparti, et quelques jours après, on était encore là, dans le train était arrêté, il n'y avait plus de soldats allemands pour nous garder. On marchait dans la campagne pour chercher de la nourriture, et tout d'un coup on a vu arriver des cavaliers. C'était des soldats, mais pas avec l'uniforme allemand. Et quand on s'est approché d'eux, on s'est rendu compte que c'était les troupes russes. C'était les troupes russes qui allaient libérer Berlin. On n'était pas loin de Berlin quand ils nous ont libérés, et ils ont été complètement époustouflés de voir notre état. On était des fantômes ambulants, on était faibles, on était dans un état déplorable, il y avait l'épidémie qui continuait. Ils ont eu peur qu'on les contamine et qu'on contamine leurs troupes. On était près d'un village, ils nous ont dit installez-vous dans ce village, et si vous avez des problèmes, on sera là pour vous aider. On est arrivé dans ce village, le village était vide car les Allemands avaient peur des Russes parce que l'année précédente, les troupes allemandes avaient envahi la Russie et s'étaient montrées d'une sauvagerie extrême vis-à-vis des populations. Ils avaient brûlé des villages entiers, ils avaient tué les habitants, et les Allemands pensaient qu'ils pouvaient en faire autant. Donc ils étaient partis se cacher dans la forêt, et les maisons étaient vides dans ce village, et on s'est donc installé dans ces maisons. Et là, on a trouvé de la nourriture. Mais vous savez, quand vous êtes habitué, quand un corps n'est pas habitué à recevoir des nourritures riches et en quantité, et nous qui n'étions pas nourris depuis une quinzaine de jours, on était affamés. Et quand on a trouvé de la nourriture, on s'est jeté sur la nourriture. Mais n'importe quoi. Et des fois des choses grasses, des choses que des corps de certains n'ont pas supportées. Et malheureusement, il y a des gens qui sont morts une fois libérés, une fois qu'ils ont souffert de ne pas pouvoir manger, et ils sont morts d'avoir trop mangé. C'est vraiment très malheureux qu'ils n'aient pas pu résister à cela. Et puis, moi, à ce moment-là, mon typhus s'est déclaré. Et les troupes russes, ils avaient toujours
régime sanitaire qui suivait les troupes. Ils ont réquisitionné l'école, ils ont pris tous les gens qui étaient malades, dont moi, ils nous ont soignés, et certains sont morts quand même, malheureusement, parce que trop atteints. Moi, j'ai eu la chance d'être guéri. Et donc, le 29 juin 1945, c'est-à-dire 3 ans après mon arrestation, je suis rentré à Paris. Et quand on rentrait à Paris, les Français avaient réquisitionné l'hôtel Lutetia à Paris pour accueillir les déportés, et ils leur faisaient passer une visite médicale. Parce que eux aussi craignaient qu'on contamine les populations. Donc, à moi, ils m'ont fait passer une visite médicale et ils se sont aperçus que 3 ans de captivité, 3 ans de privation ont fait en sorte que je suis revenu tuberculeux. Alors vous savez, la tuberculose, maintenant, c'est une maladie qui a été éradiquée, qu'on soigne facilement, mais à l'époque, il n'y avait pas la pénicilline. Donc après 3 ans de captivité, il a fallu qu'on m'envoie pendant 2 ans en sanatorium pour essayer de me faire une santé. Mais de toute façon, la réinsertion a été longue et difficile, parce qu'on est arrivé désemparé. On avait perdu tous nos repères, on avait perdu toutes nos habitudes, puis on n'avait plus rien. Et puis en plus, on était marqué par tout ce qu'on avait enduré. Vous savez, maintenant, quand il y a un détournement d'avion, maintenant, quand il y a un attentat, et que les gens ont assisté à cet attentat ou à ces détournements d'avion, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les psychologues pour les aider à résister. Nous, à l'hôtel Lutetia, on nous a donné un pantalon, une veste, une chemise, une paire de chaussures, et 100 francs de l'époque, et on nous a lancés dans la nature, en essayant de nous réinsérer dans la société. Mais les gens dans la société, ils n'avaient pas envie d'entendre des souffrances. Eux-mêmes avaient pendant 3 ans été occupés par les troupes allemandes. Eh bien, et puis nous, on ne savait pas raconter. Vous savez que pendant 40 ans, j'ai pas pu parler de ma déportation. J'avais enfoui parce que je voulais oublier, parce que je voulais essayer de redevenir comme les autres. Malheureusement, ça a été très long et difficile, d'autant plus, et je ne vous le raconte pas parce que ça serait trop long, que pendant 5 ans, je n'ai pas été à l'école, et que quand je suis rentré, j'étais dans l'état d'un enfant de 9 ans, et que j'avais aucune connaissance. Et on n'allait pas me remettre à l'école communale avec les petits. J'avais quand même 15 ans quand je suis revenu du sanatorium. Donc ça a été long, ça a été difficile. Et puis notre maison à Saint-Nazaire avait été bombardée, on n'avait plus de maison. Et puis mon père était mort en déportation, plus de père. Donc ça a été vraiment très très difficile. Alors avant d'en terminer, j'ai un petit texte qui résume un petit peu ce que je vous ai dit, que je vais vous lire. J'en ai encore pour 2 minutes. Excusez-moi d'être si long, mais j'avais besoin de vous raconter tout ça. Ah pardon. C'est précieux, ça. Ah bah, je comprends. Oui, la portable, Merci. je ne sais pas où elle est. Non, ça y est, ça y est. Le texte. Je me souviens de ce néant que fut le temps passé là-bas, de cet univers qui engloutissait les êtres et les âmes, du froid, de la faim, de la peur, des cris, des coups, où tout était irréel. Les valeurs morales, notre éducation, notre passé, tout s'était évanoui. Restait le camp Bergen-Belsen et la société concentrationnaire avec ses lois, ses règles, son langage, ses chefs et bien sûr sa terreur. S'intégrer, s'adapter ou disparaître. J'étais jeune, je me suis adapté, certes dans la souffrance. Mais il y avait le rêve. Par le rêve, nous sortions de l'enfer. Le rêve, cette liberté, la seule que nous avions, nous laissait pressentir les beautés de la vie. Et nous nous y sommes accrochés à ces seules branches qui nous maintenaient hors de l'horreur quotidienne. Par la magie du rêve, pendant ces courts instants, nous nous évadions. Quelle sera belle la vie quand nous rentrerons. Nous mangerons à notre faim, nous n'aurons plus froid, nous réapprendrons à rire, à chanter, le soleil brillera, le pouvoir du rêve.
Ce pouvoir nous a permis de percevoir le monde sous une autre dimension, l'espérance d'une fraternité universelle qui ne tiendrait plus compte des différences de race, de religion ou de n'importe quelle autre particularité. Nous pensions que nous ne reviendrions pas. Nous avions perdu là-bas l'habitude d'espérer. La mince frange qui séparait la vie de la mort était tellement ténue que la mort, on ne savait pas quand elle arriverait. Logiquement, elle devait arriver. Ce qui ne nous a pas empêchés de lutter pour notre survie. Notre but, tenir jusqu'au soir. Et le soir, essayer de tenir jusqu'au lendemain. Nous avions perdu notre identité, perdu nos repères. Nous n'étions plus des êtres humains. André Malraux, en visite au camp d'Auschwitz, a écrit « Pour la première fois dans l'histoire du monde, des hommes ont donné des leçons à l'enfer. » Fin avril 1945 a vu la fin de mon voyage dans l'au-delà, la libération. Mais paradoxalement, pour la majorité d'entre nous, le retour a été un calvaire. Quelques-uns, très peu, ont retrouvé la chaleur d'un foyer, une famille au complet. Pour eux, le retour fut relativement facile. Mais pour la plupart qui, comme moi, n'ont rien retrouvé, ce fut une époque noire. La réinsertion longue, difficile, douloureuse. Nous sommes revenus désemparés, très malades. La tuberculose, des séquelles de typhus, de dysenterie, de diphtérie nous ravageaient. En rentrant, nous pensions renouer avec le passé, retrouver une identité profondément altérée par 3 ans de camp. Mais personne ne nous attendait. Nous avons été confrontés à une société incrédule, inapte à nous comprendre. Personne n'était prêt à écouter l'indicible, l'inracontable, l'inimaginable. Alors, pendant des décennies, nous n'avons pu parler. Il fallait que l'on oublie, car nous étions enfin libres. Nous n'avions plus à avoir peur, nous n'avions plus faim ni froid. L'ombre de la mort s'estompait. Nous avons redécouvert avec une sensibilité, une acuité décuplée, la beauté du jour, du soleil, le parfum des fleurs, le chant des oiseaux. Nous en rêvions là-bas, mais nous avions oublié que cela pouvait exister. Mais peu à peu, la vie a repris le rythme interrompu par l'indicible. Plus de 65 ans se sont écoulés. J'ai eu des enfants, des petits-enfants, qui sont ma joie de vivre et qui sont notre revanche à nous, les survivants. Ils ne nous ont pas tous exterminés. Notre descendance en témoigne. Plus nous taire, plus même nous refusons que la Shoah soit oubliée. Le souvenir de l'immense tragédie qui nous frappa ne nous a jamais quittés. Nous ne voulons ni banaliser la Shoah, encore moins banaliser le mal. Nous ne voulons plus de nouveaux camps, pour nous et surtout pour vous. Mémoire vivante des camps, nous luttons contre tout ce qui peut rappeler une purification ethnique, contre toute atteinte aux droits élémentaires de l'homme. Je crains que la montée de l'intolérance et les effets pervers du nazisme ressurgissent au grand jour. Je crains aussi ce qu'a prédit Primo Levi, cela est arrivé, cela peut arriver encore. Mais je veux croire, envers et contre tout, qu'il n'y aura plus d'holocauste, que tout un chacun pourra vivre en paix, jouir des beautés de la vie, et que ces rêves qui là-bas nous ont tant aidés, nous puissions enfin les réaliser. Peut-être n'est-ce qu'un vœu pieux, et peut-être aussi Ben Gourion avait-il raison quand il affirmait que celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. Moi, je veux être réaliste et croire au miracle. On remercie M. Pellarchia pour ce témoignage précieux et émouvant. On va laisser la parole à M. Victor Rosenberg, qui va nous exposer son témoignage. Moi, je voudrais juste vous montrer là, deux fascicules des enfants de la Shoah, qui eux aussi étaient
Et attendez, ici, là, vous allez voir. Un grand merci à M. Riahi, à M. Fetaya, à M. Ben, il n'est pas là, je crois, et M. Jean-Jacques. C'est parce que à chaque fois que je demandais quelque chose, pour des trucs en hébreu ou quelque chose comme ça, il me renseignait gentiment. Voilà. Ceci dit, je voudrais dire quelque chose, mais je ne sais pas si c'est le moment de dire ça. Je voulais nommer mes parents, ma soeur, ma fille. Je peux? Oui, oui. Je peux? Bon. Alors, je voudrais donc... je voudrais que... Attendez, ce que j'ai marqué là. Bon, enfin, je sais de tête, je vais vous dire... Pour mon père, ma mère, ma sœur aînée et ma fille qui n'est plus là et qui est partie bien trop tôt, je voudrais dire qu'ils vont au jardin d'Éden, au paradis, parce qu'ils ont mérité tout à fait cette chose-là. Bon, alors, à 3. Voilà ce qui s'était passé. Une semaine avant Pâques, ma mère a été rue des Rosiers pour acheter des galettes chez Rosensky, vous devez connaître peut-être. Et quand elle est rentrée dans la rue des Rosiers, il y avait 300 personnes qui attendaient pour acheter des galettes. Et le vendeur est sorti du magasin, il a dit, écoutez, je n'ai que 30 paquets, il n'y en aura pas pour tout le monde. Bon, et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se battaient à coups de poing pour essayer d'être au début, enfin tout ça. Et ma mère, quand elle a vu ce spectacle, elle est partie. Elle pouvait pas, elle va pas se battre avec 300 personnes. Bon, et quand elle a trouvé une petite rue à côté, pas loin, et une épicerie, elle est rentrée pour demander. Le vendeur a dit, moi je n'ai plus de galettes, je n'ai plus de comment on dit, massa, oui. Je n'ai plus de massa, mais je peux vous dépanner avec du massémel. Massémel, c'est de la farine de galette. Il lui a dit, vous pouvez faire des petits pains et puis vous ferez votre Pessah tranquille et tout ça. Bon, donc ma mère, elle est repartie chez elle et elle a fait ces petits pains-là. Bon, maintenant, je vais vous parler de mon père. Là. Mon père, il était tailleur. Il avait un petit magasin. Un jour, les Allemands sont venus et lui ont dit, je suis le commissaire gérant. Au nom de l'armée allemande, je prends tout ce que vous avez dans le magasin, c'est plus à vous, vous n'êtes plus chez vous. Ils ont pris les tissus, les affaires, les machines à coudre et tout. Ça, c'est la spoliation, ça, vous voyez. C'est du vol, là, ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, au métro République, il y a une affiche, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est marqué « Les Juifs et la spoliation ». Peut-être vous avez vu, je ne sais pas, peut-être. Bon, attendez. Ensuite, monsieur, là, il parlait de la Shoah, là. Il n'y a pas une Shoah, monsieur, il y a 3 Shoah. Il n'y a pas un camp à Auschwitz, il y a 3 camps d'Auschwitz. Je vais vous les dire tout à l'heure. Mon père était juif polonais et s'est engagé volontaire dans l'armée française. Il est revenu malade, mauvais traitement, et il est décédé jeune. Mais avant de partir, il a pris soin de sa famille. Bien. Et après, comme il était malade et tout, il a été opéré et il était en convalescence. Vous voyez, dans un dortoir de 50 lits. C'est pas comme maintenant, la chambre, il y a un lit, 2 lits, c'est tout. 50 lits. Écoutez bien ce qui s'est passé. L'infirmière, qui était anti-juive, antisémite et tout, à chaque fois qu'elle venait voir mon père, elle ne pouvait pas le voir d'ailleurs. Elle dit, comment va le juif? Il a bien dormi le juif, un pain pour le juif, de l'eau pour le juif. Mon père, il en a eu marre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est habillé dans la nuit et il est sorti de l'hôpital. Et le lendemain matin, mais c'est vraiment le hasard, hein, l'aviation anglaise est venue et ils ont bombardé tout le secteur parce qu'il y avait une usine qui faisait des pièces détachées pour l'armée allemande. Vous voyez, et donc ils ont tout rasé. L'usine, l'hôpital, tout. Ils sont tous morts dans l'hôpital. Tous sauf un, mon père. C'est vraiment le hasard. Enfin bref. C'est la providence, ouais, c'est nous qui cherchons. Bon, maintenant à manger, vous voyez, dans cette époque-là, il y a 70 ans, on n'avait pas à manger. Quand on trouvait des topinambours ou des rutabagas, c'est ce qu'on donne aux cochons, ça, vous savez. Et ben, on mangeait de l'herbe, ce qu'on avait. Et puis, comme moi j'étais J3, j'avais droit à un morceau de viande. Et qu'est-ce que c'était la viande? C'était du cheval.
Et croyez-moi, c'était bon, hein, parce qu'on n'avait rien d'autre à manger. Donc, 1942, c'est l'histoire d'un petit garçon de 4 ans qui était malade en 1942. Le docteur a dit qu'il fallait l'emmener à l'hôpital. Il a dit Rothschild, c'est bien comme hôpital. Donc, le lendemain matin, le père a téléphoné pour avoir des nouvelles. L'infirmière, elle lui a dit, le petit, il n'est plus là, il est parti. Non, ça paraît étonnant qu'on lui dise ça. Il n'a pas cru, et il est venu prendre l'enfant, il l'a emmené chez lui. Pourquoi l'infirmière, elle a dit ça? Parce que c'était une femme de l'assistant, comment on dit, contre les Allemands, quoi, c'est pas vrai. Et tous les jours, la Gestapo téléphonait pour savoir s'il y avait des enfants juifs, et comment ils étaient, combien ils habitaient, quel âge ils avaient, etc. etc. Ça, c'est la 2e ou 3e providence. Là. Donc, savez-vous ce qui est devenu ce petit garçon de 4 ans? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est vous. Hein? Voilà, il est devant vous, le petit garçon de 4 ans. Et ça, c'est vrai, hein? C'est une histoire vraie, ça. Hein? Bon, attendez. Bon, le lendemain, le monsieur a dit 16 juillet, mais moi je crois que c'est plutôt 17 juillet 1942, c'était la rafle du Veldiv. 13 500 juifs dans Paris et autour ont été raflés, et 76 000 juifs dans les grandes villes de province. Et par qui ils étaient raflés? Par la police française, la police de Vichy, la police de Pétain. À 4 h du matin, ils ont tambouriné dans les portes des gens pour leur dire « Venez, faut venir, faut venir ». Aucun Allemand n'était présent dans cette rafle. Il n'y avait que la police française et la gendarmerie française. Et alors, les policiers, ils avaient une liste des gens, avec le nom, les adresses, la rue et tout et tout. Et qui a fait cette liste-là? C'est les Juifs eux-mêmes. Parce qu'il y a eu un décret qui est passé, que justement en 41, je ne savais pas que c'était en 41, que les Juifs devaient s'inscrire, vous voyez, à la sous-préfecture. Donc ils se sont inscrits, ils ont dit bon, la France, c'est un pays des droits de l'homme et tout ça, ils ont été se faire arrêter. Mais il y a des gens qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru, ils n'ont pas été arrêtés. Ceux qui ont cru, ils ont été arrêtés. Oui, c'est un des traits pour que les Juifs soient recensés. Voilà, c'est le mot que je cherchais, à la sous-préfecture. Savez-vous qui commandait la police française? René Bousquet. Vous savez, vous avez entendu parler? C'est un grand ami d'un président de la République des années 80. Je ne veux pas nommer, c'est pas la peine, il n'est plus là. Mais... Et ce que je peux ajouter aussi, c'est qu'il y a un écrivain juif américain qui s'appelle Elie Wiesel, qui était ami avec ce président de la République. Et quand il a su que Bousquet il allait là-bas, il n'a plus jamais remis les pieds. C'était fini, c'est pas... Bon, les années 80, nous avons vécu l'enfer, vous voyez. Maintenant, j'ai marqué un mot, Laval. Vous connaissez Laval? C'était comme un Premier ministre, c'était comme un président du Conseil. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lui, les Allemands, ils sont venus le voir, ils ont dit on a besoin des hommes de 18 à 45 ans pour travailler en Allemagne, pour faire l'armement, enfin tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait Laval? Il a dit, ben, les Juifs, d'accord, mais prenez les femmes et les enfants. C'est lui qui a fait ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu 6 millions de Juifs déportés. Là. Donc 6 millions de Juifs. Bon, maintenant, regardez comment c'est cruel les choses. La sœur de ma mère, quand elle a été arrêtée, elle s'est tapée la tête contre les murs, elle était en sang, la figure, en sang elle était. Et qu'est-ce qu'elle a dit aux policiers? Elle leur a dit, prenez-moi moi, mais pas mes enfants. Ils l'ont dit oui, ils l'ont pris, ils l'ont emmené à Drancy, comme le monsieur a dit tout à l'heure, c'est vrai, oui, Drancy, et 1 heure après, ils sont venus prendre les enfants. Voilà la parole des gens de l'époque. Ils ont pris les 3 enfants en direction des camps de la mort. Ils ont été chambre à gaz, crématoire, flou, Auschwitz, etc. Donc je voudrais vous citer, si vous me permettez,
5 héros. Le premier, il s'appelait Mordechai Amielewicz. Vous connaissez ce nom? C'est lui qui a fait la révolte du ghetto de Varsovie. Il a acheté des armes à prix d'or au groupement qui faisait la résistance, et il a pris 200 femmes et enfants, et il a attendu les Allemands qui viennent. Ils sont venus, les Allemands, mais ils ont eu une pluie de balles, donc ils sont partis. Ils sont venus après avec des tanks, avec des avions, avec des canons, avec tout. Donc ils ne pouvaient pas résister, 2 personnes. Alors, ils avaient une arme redoutable, vous savez quoi? Le lance-flamme. Ils ont tout brûlé, tout Varsovie, ils ont tout brûlé. Bon, le deuxième, il n'était pas juif, il s'appelait Manouchian, vous avez peut-être la fiche rouge. Et il a été arrêté avec des tracts, il a été fusillé au Mont-Valérien. Et moi, un jour, tout à fait par hasard, je suis passé devant le Mont-Valérien. Je ne savais pas que c'était ça, vous voyez. Bon, bref. La troisième, c'était une femme. Elle s'appelait Rosa Luxembourg. Et pareil, elle a été arrêtée et tout. Et je ne sais pas pourquoi, ils l'ont emmenée en Allemagne, ils l'ont décapitée à la hache, cette femme-là. Vous vous rendez compte de la cruauté là? Ils l'ont coupé la tête avec une hache. C'est incroyable, ça. Bon, le suivant, c'était un jeune de 17 ans, qui, pareil, il a été arrêté avec des tracts et tout ça. Il a été fusillé à Châteaubriand. Bon, je vais vous dire qui c'est. Son nom, il est dans le métro parisien, à côté de la place Clichy. Guy Moquet, vous connaissez? Et voilà, c'était lui. Hein. Et il a écrit une lettre poignante à sa mère. Il lui a dit « N'aie pas peur, sois courageuse » et tout. Le pauvre, c'est lui qui a été fusillé. C'est pas sa mère. Et le dernier, là, pour la chose, là, c'était un juif tunisien. Il était né à Tunis. Et il a fait la marche de la mort. Quand l'armée soviétique est approchée du camp d'Auschwitz, ils ont amené tous les déportés, ils ont amené. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme-là? D'abord, il était champion du monde de boxe. Ça, c'est la première chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à manger à un vieux monsieur. Et il y a une sentinelle qui l'a vu, il l'a abattu d'un coup de mitraillette. Son nom, Young Perez. Vous connaissez? Moi, je dis que c'est un héros, ce type, vraiment. Bon. Ni français. Bon, il y avait des bons Français et des mauvais Français. Les bons Français, ils nous ont sauvé la vie. Ils nous ont donné des papiers, des faux papiers, ils nous ont donné à manger, ils ont eu tout ça. Et les mauvais sans-frais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont dénoncés. On a été dénoncés plusieurs fois. Hein, et vous savez, quand un Français dénonçait une famille juive, on lui donnait 1 litre de vin, 1 kilo de beurre. Vous savez ça? Voilà, c'est vrai hein, ce que je vous dis. Là. Bon, attendez, j'en ai pas encore pour longtemps. Hein. Oui, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Peut-être qu'un religieux, il pourra me répondre, peut-être. Le Talmud, vous connaissez le Talmud? Le Talmud, c'est marqué « Celui qui sauve une vie, sauve toute l'humanité ». Je ne comprends pas ça. 6 millions de juifs qui ont péri, vous voyez, je ne comprends pas. Bon, 1943, on est, où est-ce que c'est? Non, c'est pas là. Attendez. Non, mais j'ai déjà dit ça. Bon, un soir, en 1943, on était à table. On allait manger le soir, la soupe, tout ça, là. On tape à la porte. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mes parents, ils répondent pas. Et il y a une voix qui dit comme ça, je sais que vous êtes là, admettons que je reviens dans 8 jours, 10 jours. Et parce que mes parents ne savaient pas si c'est la police française ou la police allemande, parce qu'ils rayonnaient tous ces gens-là. Donc mes parents, ils sont avec ma soeur, quoi. On est tous sortis dans la rue. Mais dans la rue, c'était extrêmement dangereux. Il y avait les patrouilles allemandes qui n'arrêtaient pas de passer, vous voyez. Ils ramassaient tous les gens, tout ça. Là. Et à ce moment-là, il y avait un monsieur, là, un petit monsieur, là, il connaissait mon père. Il lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais c'est dangereux d'être dans la rue, ça. Alors mon père, il a dit, mais ils sont venus nous arrêter et on ne sait pas où aller, on sait pas. Il dit, bah, venez chez moi, moi je vais m'occuper de vous. Il nous a emmenés chez lui, il s'appelait Gotti. Je vais vous dire après qui c'était Gotti.
et c'était Gotti. On est resté là-bas peut-être 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Il nous a hébergés le temps de trouver un logement, quoi, vous voyez, le temps qu'on trouve un logement. Et quand ils étaient absents, il y a eu les voitures allemandes qui sont arrivées de cette rue-là. Je vais vous dire le nom de la rue, vous allez rigoler. Ça s'appelait rue Retourne derrière. Ça, je ne peux pas l'oublier. Ce nom-là, vraiment, c'est gravé dans ma tête, ça. Donc, avant que les camions s'arrêtent, là, la dame, Madame Gotti, et même ma soeur et moi, elle nous a mis dans les lapins, dans la cage des lapins, avec lapins et tout ça. L'officier, il est venu, et on a compris que le mot qu'il a dit, on a été dénoncé. Il dit, vous connaissez la famille Rosenberg? La dame, heureusement qu'elle a dit oui, sinon il y a eu bruit à la maison. Elle a dit oui, je connais les familles Rosenberg, mais ils sont partis, je ne sais pas où ils sont. Bon, il a questionné. Au moment de partir, il dit, vous savez ce que vous risquez, madame? D'être fusillée. Comme ça, il lui a dit. Disons, c'est quand même quelque chose d'entendre ça. Là. Bon, après, les années ont passé. Bon, d'abord, le petit monsieur, là, il était tout petit, il mesurait même pas 1m60, 55, comme ça, il était tout maigre et tout. Je vais vous dire qui c'était, ce monsieur. C'était le chef de la résistance de tous les environs. Bon, nous, on ne savait pas cette chose-là. Les années ont passé, et un jour, on a eu une information nous disant que la mairie du 16e voudrait nous voir. Bon, on a été, et les parents, malheureusement, ils sont décédés. Bon, c'était en 1991, oui. Donc, ils ont été les 2 garçons et tout ça, et il y avait l'ambassade d'Israël, peut-être le consul d'Israël, je ne me rappelle plus tout ça, et il a appelé le Gotti, et il a dit voilà, l'État d'Israël, l'État des Juifs, remercie la famille Gotti pour avoir sauvé une famille juive pendant la guerre. Ils ont eu la médaille des justes parmi la nation. C'est beau ça, non? C'est mieux qu'une comment ça s'appelle, un truc là qu'ils ont tous là. Ouais, la médaille là, tout ça. Bon, j'ai noté aussi là, attendez, 3 familles qui nous ont sauvé la vie. La famille Gotti, Salvatore, qui retourne derrière Argenteuil, faux papiers, ils nous ont hébergés, tout ça. Et ensuite, il y avait la famille, c'est moi qui ai été chez eux, la famille Serindou, je me rappelle de ce temps-là. Ils habitaient à Perpezac-le-Noir, dans l'Ariège. Mais seulement, ils m'ont fait des faux papiers, ils m'ont aidé, ils m'ont donné à manger, à dormir et tout. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas bien fait, vous savez quoi? Le dimanche matin, ils m'emmenaient à la messe, à l'église. Oui, mais quand vous avez 5 ans, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais ça, c'est vrai ce que je dis. Maintenant, juste une petite histoire. Il y a un autre garçon qui était plus âgé que moi, qui avait 14 ans, que sa mère, elle l'a mis dans un couvent. Et la mère, malheureusement, elle a été déportée. Bon. Et ce garçon-là, il a tellement fait la religion catholique, il est devenu archevêque de Paris, Monseigneur Lustiger. C'était un juif pas très catholique. Et il venait tous les ans à la mairie du 20e pour la commémoration des déportés. Moi je l'ai vu là-bas, il était juste à côté de moi. Bon, et il y a d'autres personnes, oui, il y avait la famille Dorniol aussi, qui nous a fait des faux papiers, des photos comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ma soeur aînée, là, ma mère avait dit à ma soeur, va me chercher un pain. Les pains, c'était des pains de 4 livres qui étaient comme ça, vous voyez, c'était plus que 2 kilos. Donc, elle marchait dans la rue, puis machinalement, elle a mis le pain sur sa poitrine. Ça lui a sauvé la vie. Parce que la truc juif, là, elle était cachée avec le pain. Donc, elle est passée pour, le barrage, quoi. Parce qu'il y avait des barrages mixtes. Il y avait des Allemands et des officiers français. Il y avait les deux. Bon. Donc elle est passée de ça. Ensuite, un jour, elle sortait de l'école, je sais pas quoi, il y a une fille, elle était mulâtre. Mulâtre, ça veut dire, son père était chinois, sa mère était française. Et s'en est pris à ma soeur, sale juive, sale juive, sale juive. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma soeur? Elle a foutu une torgnole, une paire de gifles, elle a saigné du nez, la fille. La mère, elle est venue, elle dit, ah, bon,
je vais aller à la Gestapo, elle a dit, à la commandanture, là, tout ça. Et l'adjoint du maire, il a été à côté, il lui a dit, madame, vous pouvez aller à la Gestapo, mais vous ne rentrez pas vivante chez vous ce soir. Il dit, pourquoi je ne suis pas vivant? Parce qu'il y a de la résistance pas loin, si vous ne les voyez pas, eux, ils vous voient. Donc, ça s'est arrêté là. Oui, mon père, donc l'histoire de l'hôpital, tout ça, et un jour, il passait dans la rue, et il y avait le barrage. Donc il y avait des Allemands et des officiers français. Ils lui ont demandé vos papiers, s'il vous plaît. Il a montré ses papiers, des fausses papiers, des faux, c'était faux. Et l'officier, il a dit, bon, venez avec moi au commissariat de police. Et c'est vrai ce que je vous dis là, vous allez comprendre ce qu'il y a eu là. Bon, ils ont été au commissariat de police, dans le bureau et tout, et à ce moment-là, il y a un autre officier qui est rentré, il lui a dit, écoute, viens voir, là, il y a quelqu'un, je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut, je sais pas. Alors l'officier, il est sorti. Et croyez-moi, la bonne chose, c'est qu'il a fermé la porte du bureau. Vous savez, oui, j'ai oublié de vous dire, le commissariat se trouvait au rez-de-chaussée. Mon père, il a ouvert la fenêtre, il a sauté par la fenêtre, il est parti. Vous vous rendez compte, là, le hasard, la providence, comme ça, je ne sais pas comment on dit. Oui, je voulais vous dire aussi 2-3 petites choses, si vous permettez. Là. Il y a 70 ans, là, le 27 janvier, il y a eu la libération des camps d'Auschwitz. Les 3 camps, en fait, les 3 camps. Ensuite, il y a eu Purim. Mais Purim, il y a quelque chose de bizarre, là. Il y a eu le procès de Nuremberg, vous savez, les nazis ont été jugés et condamnés à mort à être pendus. Et quand le type, là, il devait être pendu, il a crié « Purim 1946 ». Pourquoi il a fait ça? On n'a pas compris pourquoi. Purim 1946. C'était un nazi, hein, c'était pas un juif. Hein. Par contre, il y en avait un juif, mais enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était, il s'appelait Rosenberg, hein, c'est une honte, ça, c'est pas... Donc, ensuite, il y avait le 19 avril, soulèvement du ghetto de Varsovie. Ensuite, il y avait le 21 juillet, la commémoration de la rafle du Veldiv. Après, il y a eu, bon, le Yom HaShoah, comme je vous ai dit, 3 Shoah. Voulez-vous que je vous dise les 3 Shoah? Qu'est-ce que c'est, les 3 camps d'Auschwitz? Voilà, en 1938, il y a eu la première Shoah, la nuit de cristal, peut-être vous savez, vous avez entendu parler, le massacre de la population juive, l'auto-da-fé, vous connaissez l'auto-da-fé? Oui. Bon. Et ils ont tout brûlé, tous les synagogues, tout, peut-être même les Sefer Torah, peut-être, je ne sais pas. Et il y a eu quelques personnes qui ont pu sortir d'Allemagne. Ils les ont laissés partir, mais il fallait qu'ils donnent tout leur argent, toutes leurs affaires, tout ce qu'ils possédaient, tout. Bon, les gens ils sont sortis, ils avaient 1000 km à faire à pied pour aller où? En France, en Belgique, en Hollande. Mais là-bas, le destin les a rattrapés. Ils ont tous été déportés. Ils ne sont jamais revenus. Tous dans les camps de la mort. Bon, ça, c'était les 3 Shoah. Ah oui, j'ai oublié le 3e. La 2e Shoah, c'est la Shoah par balle. La solution finale. Ça veut dire que quand les Allemands sont rentrés en Pologne, ils ont attrapé les Juifs et tout, ils leur faisaient creuser leur tombe, ils leur tiraient une balle dans la tête. Ça, c'est la Shoah par balle, ça. La 2e. La 3e Shoah, les Allemands, ils ont dit, mais on ne peut pas tuer tous ces Juifs, c'est pas possible, il faut trouver un moyen. Alors, il y a un chimiste, il a trouvé, le monsieur, il a dit, là, le Zyklon B. C'est un gaz mortel qui tue instantanément. Bon, maintenant, pourquoi les Juifs, ils sont rentrés dans les chambres à gaz? Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'ils ont dit, vous allez prendre une douche, on vous donne un savon et une serviette. Donc, ils étaient confiants. Ils sont rentrés dans les chambres à gaz, tout ça. Et ils ont eu un petit peu d'eau pendant 1 minute et tout. Et après, c'était des gaz mortels. Ça, c'est la 3e Shoah. La Shoah par gaz, ce qu'on appelle. Là, je voulais vous le dire. C'est pour ça que les gens ils disent une Shoah, mais c'est pas la Shoah, c'est 3 Shoah, c'est 3 camps d'Auschwitz. Ah oui, les camps d'Auschwitz, je vais vous dire. Le premier camp, il s'appelait Birkenau. Le 2e, Monowitz. Et le 3e, c'était, comment il s'appelait là, Blechhammer 3. Ça, c'est les 3 camps d'Auschwitz. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà ce qu'on a vécu, tout ça. On a vécu l'enfer, vous savez, c'est pas...
C'était très difficile, mais heureusement qu'il y avait des bons Français qui nous ont aidés. Vous savez, il y a eu une émission, il y a déjà un moment de ça, Lignon sur Chambon, ou Chambon, Lignon, enfin je sais pas. Et c'était pas un catholique, c'était un protestant. Il a sauvé 1000 enfants. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose, ça. Les protestants ont été mieux que les catholiques. Les catholiques, ils ont rien fait, je veux dire, pour les juifs. Ils sont pas... Il y en a qu'un, ça s'appelle Monseigneur Saliez, vous connaissez peut-être, évêque de Toulouse. Il a écrit des lettres à Pétain partout et tout ça. Il a dit dans son diocèse, faut pas faire du mal aux juifs, faut pas faire ça. Et qui c'est qui commandait toute la curée des catholiques et tout? C'était Pie XII. Pie XII, il n'a rien fait pour les juifs, vous savez. C'était un mauvais pape. Hein. Vous présentez donc, donc le Yom HaShoah, donc on a vu c'est Yom HaShoah Gvura, c'est le jour de la destruction du judaïsme européen et le jour de la résistance. Et parmi cette résistance, il y a l'aspect donc résistance spirituelle. Donc on va vous présenter donc une œuvre, c'est des Shelot Tshuvot, des responsables qui ont été posés par les Juifs donc à l'époque donc au Rav Oshri. Le Rav Oshri, c'était un Rav qui a vécu en Lituanie, et donc ce Rav, donc après la guerre, il a donc recueilli toutes ces Shelot dans un livre qui s'appelle en hébreu, je crois, Shelot Shot Mitoch Haesh, Mima'amakim, voilà, Shelot Shot Mima'amakim, et donc ça a été donc il a été traduit donc il y a 4 ans donc en français, et donc après il va vous présenter cette œuvre-là. Je voulais juste dire que la révolte de Ghetto de Varsovie, attendez, c'est la première fois depuis 3000 ans que le peuple juif se révolte contre l'occupant du temps des Romains. C'est ça que je voulais dire. Merci, monsieur. Aucune légitimité particulière à intervenir sur ce sujet, sauf que la Providence a fait que je travaillais toujours chez Albin Michel. Le jour où est venu sur notre bureau un livre terrible de force et d'horreur, qui est le livre du Rav Oshri, donc qui s'appelle en hébreu Tshuvot Mima'amakim, c'est-à-dire des réponses depuis les profondeurs, qui était traduit en anglais déjà sous le titre Responsible from the Holocaust, et que nous avons traduit en français sous le titre La Torah au cœur des ténèbres. C'est un témoignage unique sur ce qu'a été la Shoah en Lituanie. Et comme M. Rosenberg l'a dit, il n'y a pas eu une Shoah, mais il y a eu plusieurs Shoah. Elles ont été différentes, et l'expérience des Juifs allemands n'a pas été l'expérience des Juifs français, et l'expérience des Juifs polonais n'a pas été celle des Juifs lituaniens, qui n'a pas été celle des Juifs hongrois. Ce qui s'est passé en Lituanie, c'est que la Lituanie était un État nouvellement indépendant depuis la fin de la Première Guerre mondiale des Russes, qui n'était donc pas une république soviétique à l'époque, mais qui était donc menacée par l'expansion soviétique. Et les Allemands sont arrivés en Lituanie, donc après la rupture du pacte germano-soviétique, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant les 2 premières années de la guerre, les Soviétiques et les Allemands étaient alliés, et donc étaient complices dans ce qui s'est passé. Et une fois que ce pacte a été rompu, les Allemands ont déferlé sur les pays d'influence soviétique, y compris donc la Lituanie, et les Lituaniens ont accueilli les nazis en libérateurs, et se sont fait les complices actifs et zélés des Einsatzgruppen, des escadrons de la mort nazis. Les Ukrainiens aussi, il me semble. Les Ukrainiens aussi, pour les mêmes raisons. Et ça, ceux qui ont survécu à ça disent que la cruauté des milices lituaniennes effrayait même les nazis eux-mêmes. C'est vous dire l'horreur que c'était. Donc, pour situer un petit peu ce livre-là, le Rav Oshri était jeune rabbin, à Kovno. Kovno, c'est une ville en Lituanie qui est plus connue dans le monde de la Torah par la petite banlieue qu'il y a à côté, qui s'appelle Slabodka. Slabodka était, avant la Shoah, une des plus grandes yeshivot et des plus prestigieuses yeshivot mondiales, les plus grands génies de la Torah.
était à Kovno ou à Slabotka, c'est-à-dire Rav Abraham Doveger Kana Shapir Dvaravon, Rav Elchanan Wasserman, Rabbi Yitzhak Elchanan Spector, etc., etc. C'était véritablement une des très grandes villes de la Torah. Et la grande différence entre la Shoah qu'ont vécu les Juifs d'Europe occidentale et la Shoah des Juifs d'Europe orientale, c'est que les Juifs d'Europe occidentale, de France, d'Allemagne, etc., ont été déportés. L'expérience de la Shoah des Juifs d'Occident, c'est la déportation et les camps de la mort. Donc le déracinement. L'expérience de la Shoah des Juifs d'Europe orientale, c'est que ça se passait sur place. Les camps de la mort, il y avait des camps de concentration en Allemagne, il n'y avait pas de camps de la mort en Allemagne. Les camps de la mort étaient en Pologne et en Lituanie. Et non seulement il y avait les camps de la mort avec les chambres à gaz, mais avant et surtout c'était... C'est difficile de parler de différence dans l'horreur, mais on présente souvent la Shoah comme unique parce que ça aurait été une industrialisation de la mort avec des procédures et des chambres à gaz, etc. La Shoah, telle qu'elle a été vécue en Pologne, en Ukraine, en Lituanie, c'était aussi une Shoah de la barbarie la plus crasse et aussi vieille que l'humanité. C'est-à-dire que les Allemands et les Lituaniens ont massacré avec des armes à feu, avec des machettes. Il n'y a rien à envier au Rwanda. Vous lisez les descriptions qu'il y a de quand les milices lituaniennes rentrent dans le quartier juif de Kovno, on découpe les gens en morceaux, on leur coupe la tête, on scie la tête des rabbins sur leur traité de Talmud ouvert. Et après, immédiatement, on convertit des anciens forts militaires soviétiques, l'équivalent de la ligne Maginot soviétique, on convertit ces forts-là, les 7e et 9e forts, en lieu d'extermination. Et l'extermination a lieu donc par des massacres sauvages, par des actionen, c'est-à-dire des coups comme ça où on décide de prendre 1000 personnes pour les tuer, y compris parfois des Kinderaktionen, c'est-à-dire des moments où on décide de rafler 1200 enfants et nouveau-nés pour les massacrer sur place. Travail d'esclaves, où les gens sont réquisitionnés avant l'aube pour travailler sans manger jusqu'à la nuit tombée, soit pour des actions militaires, pour travailler sur un terrain d'aviation par exemple, soit uniquement pour les épuiser et les faire mourir d'épuisement. Et donc ce sont dans ces conditions-là, sur les lieux mêmes où la Torah s'était épanouie, que l'horreur s'est abattue sous toutes les formes possibles et imaginables. Parce que les nazis manquaient certainement d'humanité, ils ne manquaient certainement pas d'imagination malheureusement. Et ce sont dans ces circonstances-là que les gens se sont tournés vers le Rav Oshri, qui était donc jeune rabbin. Le Rav Kana Shapir, le Dvar Abraham, était déjà très malade à cette époque-là, il ne pouvait plus assumer les directions spirituelles, donc c'était au Rav Oshri qu'on venait poser des questions. Parce que dans cet havre de la Torah, résister aux nazis, qui voulaient réduire les juifs à l'état de sous-hommes, ça passait essentiellement par le fait de continuer à étudier et à pratiquer la Torah. C'est-à-dire que la notion clé du judaïsme religieux et du judaïsme lituanien en particulier, c'est de dire que qu'est-ce qui fait la différence entre un juif et un non-juif? Rien, si ce n'est sa dévotion à la Torah. Et parce qu'on ne peut pas dire que les Allemands n'avaient pas de religion. Les Allemands étaient un peuple religieux, croyant, qui a étudié ce qu'on a appelé une religion d'amour et de compassion. Tout cela est tombé le jour où on a réussi à les convaincre que la religion c'était autre chose et qu'il fallait croire en une utopie raciale et qu'il y avait un nouveau christianisme qui se construisait sur des bases raciales. Le judaïsme a continué à survivre et à échapper à ces horreurs-là précisément par la volonté d'adhérer à la Torah et à ne pas se rabattre parce qu'on était dans des circonstances exceptionnelles sur des critères exceptionnels qui justifieraient qu'on oublie la Torah
soi-disant pour des raisons morales, parce qu'il y avait le sentiment, inconscient sans doute, consciemment, il n'était même pas question de faire autre chose que de continuer à observer la Torah. Et inconsciemment, on sentait aussi que si on abandonnait aujourd'hui la Torah, demain on abandonnait toute l'humanité et on devenait des animaux et les nazis avaient gagné. Et donc, le Rav Oshry, on venait lui poser des questions terribles. Il y en a ici une centaine qui, je lis juste comme ça les intitulés, une personne qui, voyons voir, au début, dans les premiers jours, les Allemands sont rentrés dans les synagogues et après avoir tué les Juifs, ont tué des chiens. Ils se sont amusés à abattre des chiens et des chats. Et ils ont jeté les cadavres de chiens et de chats dans la synagogue. Et après, ils ont dit aux Juifs, vous prenez les rouleaux de la Torah, vous les déchirez et vous enveloppez les chiens et les chats dedans. Sinon, on vous tue. Les Juifs n'ont pas dit oui tout de suite. Ils sont d'abord allés demander à leur rabbin si ils avaient droit, dans de telles circonstances, effectivement, de procéder à la profanation des rouleaux de la Torah. Question qu'on rencontre souvent dans les témoignages, qui est traité ici aussi. On sait que les Allemands désignaient parmi les Juifs des gens qui étaient les représentants légaux de la communauté juive auprès des Allemands. Alors, un conseil juif. Et qu'on demandait à ces représentants de la communauté juive, notamment, de distribuer les permis de travail. Avoir un permis de travail, ça veut dire qu'on pouvait survivre un petit peu. Ça veut dire qu'on n'était pas envoyé tout de suite en déportation. Et la question s'est posée de savoir, est-ce qu'un membre du conseil juif a droit de distribuer des permis de travail, sachant que les personnes à qui il ne donne pas de permis de travail, il les condamne à mort. Ce sont les questions qui se sont posées. Des histoires, par exemple, un jour les Allemands ont décidé que toute femme qui serait surprise enceinte serait fusillée sur le champ. Est-ce que les femmes qui sont déjà enceintes ont le droit, voire le devoir d'avorter ? Et après, il est arrivé que les femmes soient fusillées comme ça. Une femme était enceinte, a été aperçue dans la rue, un Allemand lui a tiré une balle dans la tête. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Dans quelle mesure la femme qui est mourante, mais qui est encore en vie, dans quelle mesure est-ce qu'on a le droit de pratiquer une césarienne ? À l'époque, une césarienne, ça voulait dire qu'on tuait la mère. Est-ce qu'on a le droit de tuer la mère qui est déjà mourante pour sauver l'enfant dont on ne sait pas s'il est encore en vie ? Ce sont toutes ces questions-là qui se sont posées. Bon, après, des questions qui peuvent paraître plus secondaires, mais qui pour eux ne l'étaient pas, des questions de cache-route par exemple. C'est-à-dire que vous avez réussi à faire rentrer une vache en contrebande dans le ghetto. Vous avez réussi à abattre la vache conformément à la halakha. Mais il n'y a pas de sel pour cachériser la viande. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut manger cette viande ? Est-ce qu'il y a une technique pour pouvoir cachériser en quelque sorte la viande et pouvoir la manger ? On pourrait se dire, oui, bon, mais, pourquoi est-ce qu'il se pose cette question ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche finalement ? L'important c'est de survivre. On n'a qu'à manger cette viande. Maintenant justement, la force des Juifs de Kovno et de Slobodka, ça a été de dire, nous ne voulons pas survivre parce que notre corps doit survivre. Nous devons survivre parce que nous sommes ici pour étudier la Torah. Et étudier et respecter la Torah, c'est ça qui fait que nous sommes juifs, et c'est pour ça qu'on veut nous tuer. Donc nous devons continuer, même dans les moindres détails, même si par exemple une histoire de quelqu'un qui a Pessah a risqué sa vie pour pouvoir ramener un petit peu de farine, pour pouvoir fabriquer des matzot, et qui finalement le dernier jour s'est fait surprendre par les Allemands, qui l'ont tabassé, qui lui ont cassé toutes les dents. Et cette personne-là, comment elle fait pour manger de la matzah ? C'est un chassid qui a l'habitude de ne pas manger gobrox, c'est-à-dire de ne pas mouiller la matzah pour la manger. Est-ce qu'il a droit d'abandonner pour une fois sa coutume ancestrale pour pouvoir manger de la matzah ? Ce sont ces questions-là qui se sont posées. Et ce qui est le plus terrible dans ce livre, c'est que l'horreur ne s'arrête pas
en 1941 quand les Allemands arrivent et que c'est les premiers massacres. Parce que déjà, il n'y a pas de normalité qui s'installe. Et pendant, jusqu'en 1944, c'est-à-dire pendant 3 ans, les horreurs s'accumulent et ne sont jamais pareilles. Le pire, c'est qu'après encore, après 1944, après que les ghettos ont été détruits, que les juifs ont été soi-disant libérés, que les nazis ont été battus, l'horreur continue. Les juifs en Lituanie ne peuvent pas se promener normalement dans la rue. Surtout dans des endroits comme ça, où c'est la campagne. On n'est pas dans des grandes villes. On est à la campagne. Et un juif qui se balade tout seul dans la campagne, Rav Oshry le raconte parce qu'il est obligé notamment d'aller dans les petits villages, dans les églises, aller chercher les enfants qui ont été confiés par leurs parents directement à des prêtres ou qui ont été confiés par les parents à des voisins non juifs qui les ont remis à des prêtres. Et il faut aller chercher ces enfants parce que si on a survécu à la Shoah et que finalement les enfants deviennent des non juifs, alors c'est la Shoah qui continue. Donc il faut y aller. Il faut entrer dans les églises. Il faut aller marchander avec les prêtres. Mais même ça, c'est dangereux. Même ça, même un juif qui voyage dans la campagne lituanienne après que les nazis soient partis, ça reste un danger mortel. Parce que les gens disent quoi? Il y a encore des juifs, ils vous ont pas tous tués. Ah, tu devais être planqué, hein, tu vas voir ce qu'on va te faire. Il faut... Et vous pensez que qu'est-ce qui est devenu de tous les objets juifs? Quand on a détruit les synagogues, il faut aller chercher les rouleaux de la Torah dont le paysan se sert comme un couvre-lit. Il faut aller récupérer les parchemins de la Torah dont l'autre paysan se sert comme d'un papier peint. Il faut aller chercher les pages de Talmud dont les poissonniers se servent pour emballer leurs marchandises. Et la question qui se pose, qui peut être une des plus terribles, c'est tellement difficile de dire ça, parce que je cherche la ligne et je tombe sur 15 autres. Mais comment on fait pour marcher dans la rue quand on a pavé les trottoirs avec des pierres tombales du cimetière juif? Ce sont toutes ces questions-là qui se sont posées. Et qui se sont posées encore pendant des années, parce qu'il y a eu des cas par la suite où des femmes qui croyaient que leur mari était mort en déportation, qu'il avait été fusillé devant leurs yeux parfois, et qui, après la guerre, se sont remariées et ont eu des enfants, et que le mari, en fait, il avait survécu, et que l'enfant est mamzer, parce que c'est un enfant qui est né de la relation d'une femme qui était mariée. Mais elle s'est mariée alors qu'elle était déjà mariée. Elle croyait que son mari était mort, mais son mari n'était pas mort. Son mari n'était pas mort. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui sont rabbins de ces mamzerim. Comment on gère ces situations-là? On ne va pas dire, bon, déjà, c'est des situations terribles, les situations de mamzerout. Alors, en plus, dans ces circonstances-là, on imagine bien le traumatisme que c'est pendant des décennies après. Et c'est ce qui a donné ce livre-là. Alors, pour décrire comment ce livre a été écrit, le Rav Oshry, quand on lui posait les questions, évidemment, il n'avait pas une grande bibliothèque à sa disposition. Parce que notamment, il faut savoir que les Allemands confisquaient les livres juifs ils avaient dans le projet, une fois que la Shoah serait terminée, de construire un musée de la culture juive disparue. Et donc ils confisquaient les livres de Talmud, etc. Une des questions qui se pose d'ailleurs, c'est de savoir, quand un Allemand, sous la menace d'une arme, vous oblige à lui apprendre le Talmud, est-ce que vous avez le droit de lui apprendre le Talmud? Et donc ce qui s'est passé, c'est que lui n'avait pas donc beaucoup de livres à sa disposition. Donc il répondait à partir de son savoir qui était immense et à partir de ce qui fait la qualité d'un vrai Moréora et d'un vrai Posek, c'est-à-dire sa sensibilité aux situations particulières. Et donc c'était des questions qui étaient complexes et des réponses qui étaient relativement courtes. Ces choses-là, il les a mises par écrit, il les a enterrées dans des fûts, dans des boîtes de conserve, dans le sol du ghetto. Et après la libération du ghetto, il est allé les déterrer. Et il a fait 2 livres avec, en fait. Il a fait la version hébraïque,
qui est en 4 volumes, où il a repris toutes les questions et où il a développé tout l'argumentaire talmudique pour voir s'il avait eu raison de répondre comme il a répondu ou pas. Et par ailleurs, il a fait une version anglaise, qui est une version beaucoup plus courte, où il y a juste les questions et les réponses de façon très succincte. C'est cette version-là, la version anglaise, que nous avons traduite en français, d'une part parce qu'il n'était pas envisageable ce qui s'est passé. Donc c'est un livre que vous pouvez encore trouver très facilement aujourd'hui en librairie, qui est toujours disponible, et qui est donc un témoignage terrible, mais ô combien édifiant, de ce qu'a été la Shoah en Lituanie, et de comment le judaïsme de la Torah a su non seulement survivre, mais s'élever à une dignité surhumaine et absolue, justement à travers cette adhésion continue à la Torah, et je ne suis ici que l'humble porte-parole de ces juifs lituaniens. Merci.